Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Langue de Dragon, la chaîne dédiée aux mythologies, aux jeux de rôle, aux langues et à l'histoire. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un peuple assez méconnu et quelque peu effacé de la grande histoire, mais qui pourtant fut parmi les plus grands ennemis de Rome et établir un royaume puissant de la péninsule ibérique au nord de l'Afrique. Je ne parle pas de Carthage, mais d'un peuple germanique, originaire de Pologne, ayant fait régner la terreur sur l'Europe pendant plus de 2 siècles. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la fascinante histoire des royaumes vandales. En français, il existe un verbe, vandaliser, qui vient du vandalisme, qui désigne l'acte de commettre des déprédations. Ce mot est très intéressant car il tire son origine d'un peuple, les Vandales donc. Comment on en est arrivé là? Pour tout comprendre, remontant vers 70 après Jésus-Christ, date de leur première mention par l'écrivain romain Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle. Ils apparaissent aussi dans Germanica, écrit par l'historien Tacite vers 98 après Jésus-Christ. Les deux écrivains les appellent Vandali, qui pourrait signifier vagabond, mais aussi Lugi, terme qui désignait sans doute une tribu de Vandales en particulier. Bien sûr, l'histoire des Vandales ne commence pas là. Ils viendraient de Scandinavie, à partir d'où ils migrèrent vers la Silésie, vers 130 avant notre ère. On les a identifiés à la mystérieuse culture de Przeworsk, de l'âge de fer en Pologne, bien que cela est assez contesté. Les Vandales étaient donc un peuple considéré comme germanique, et l'historien byzantin Prosope de Césarée les décrit ainsi. Ils sont blancs de visage, ils ont les cheveux blonds, ils sont grands et de bonne mine. On sait très peu de choses à propos de leur langue, c'était sans doute une langue germanique orientale avec des similitudes avec les langues slaves ou baltes. Quoi qu'il en soit, les Vandales se séparèrent vite en 2 groupes, les Silings et les Hasdings. Les 2 tribus migrèrent vers le sud, les Silings n'allèrent pas très loin et restèrent en Silésie, mais les Hasdings s'installèrent dans les montagnes de Sudète. En 166, les Hasdings sont invités en Dacie par les Romains en tant qu'alliés pendant les guerres marcomaniques, qui durèrent jusqu'en 520 de notre ère. Durant cette période, les Vandales causèrent plus de problèmes à Rome qui ne lui apportèrent d'aide. Il n'est pas clair si à cette époque les Vandales étaient des ennemis ou des alliés de l'Empire. L'empereur Constantin Ier regroupa les Vandales en Pannonie en 330 après Jésus-Christ, où ils coexistèrent avec leurs voisins romains. Sauf en ce qui concernait la religion. Les Vandales étaient des chrétiens ariens, tandis que les Romains étaient des chrétiens trinitaires ou nicéens. Mais ces différences religieuses causèrent de nombreux problèmes entre Vandales et Romains, mais ils furent oubliés temporairement lors de la fameuse invasion de la région par les Huns. En 376, alors que les Goths de Fritigern fuyaient les Huns, ils furent autorisés à entrer dans l'Empire, comme bien sûr les citoyens romains vivant en Pannonie. Les Vandales et de nombreuses autres tribus ne le furent pas. Les invasions uniques se poursuivirent jusqu'à ce que, en 406, un grand nombre de tribus barbares se soient rassemblées le long de la frontière romaine de l'autre rive du Rhin en quête de sécurité à l'intérieur des frontières de l'Empire. Par une nuit d'hiver de 406 après Jésus-Christ, les Vandales traversèrent le fleuve gelé et se déversèrent dans l'Empire. Ils ravagèrent la Gaule et se dirigèrent vers l'Hispanie, installant leur peuple dans les 2 régions. Les hostilités entre les Vandales, les Francs, les Romains et d'autres tribus se poursuivirent jusqu'en 420, date à laquelle les Vandales s'emparèrent de plusieurs des ports les plus importants d'Hispanie et furent en mesure de construire une marine pour se défendre contre Rome. À cette époque, Gunderic était roi des Vandales et des Alains, et parvenait à tenir les Romains à distance. Il eut cependant moins de succès contre les Visigoths d'Hispanie, qui habitaient déjà la région avant l'arrivée des Vandales. Gunderic mourut en 428, et c'est son demi-frère Genseric qui lui succéda, et qui deviendrait le plus grand roi vandale et l'un des monarques les plus efficaces du monde antique. Alors que les Vandales consolidaient leur pouvoir en Espagne et combattaient les Visigoths, l'Empire romain souffrait de ses habituels problèmes d'intrigue de cour. L'empereur d'Occident était alors Valentinien III, qui n'était alors qu'un enfant et le pouvoir réel appartenait à sa mère, Galla Placidia, et au général Flavius Aetius. Les Romains favorisaient généralement soit Aetius, soit Galla,
et les deux étaient presque constamment occupés à essayer d'élaborer des plans visant à contrecarrer les projets de l'autre. Vers 428 après Jésus-Christ, Aetius conçut un plan dans lequel un de ses rivaux, le général Boniface, qui régnait en Afrique du Nord, fut accusé de trahison envers Valentinien III et Galla Placidia. Aetius demanda à Galla de faire venir Boniface d'Afrique du Nord pour répondre aux accusations, tout en glissant à Boniface que Galla prévoyait de l'exécuter à son arrivée. Lorsque Boniface fit savoir à Galla qu'il ne viendrait pas, Aetius déclara que c'était la preuve de sa trahison. C'est à ce moment-là que Boniface invita les Vandales d'Hispanie à venir en Afrique du Nord, en tant qu'alliés contre une invasion romaine. Boniface, comme Galla devait le reconnaître bientôt, était innocent des charges contre lui, et comme il contrôlait 6 provinces en Afrique du Nord et la puissance militaire pour le défendre, il ne devait pas avoir eu besoin d'un accord avec les Vandales. Néanmoins, comme Aetius et Galla étaient des ennemis redoutables, Boniface aurait pu envoyer l'invitation à Genséric afin de rassembler autant d'hommes que possible. En 455, Valentinien assassina Flavius Aetius et fut lui-même assassiné peu de temps après par Pétrone Maxime. Genséric prétendit que cela annulait le traité de paix qui n'avait été valide contre lui et Valentinien. Il fit donc voile vers l'Italie et sa flotte débarqua sans résistance à Ostie et marcha sur Rome. Les Romains reconnurent que leurs forces militaires étaient insuffisantes pour faire face aux Vandales. Ils firent donc confiance au talent de diplomate du pape Léon Ier qu'ils envoyèrent à la rencontre de Genséric pour implorer sa clémence. Léon dit au roi Vandale qu'il était libre de piller la ville, mais lui demanda de ne pas la détruire ni de faire de mal aux habitants, et Genséric accepta. Les Vandales s'emparèrent de tout ce qui avait de la valeur, qu'il s'agisse de trésors personnels, d'ornements, de bâtiments ou de statues. Mais ils ne détruisirent pas la ville et peu de personnes furent blessées, en dehors de Pétrone Maxime qui fut tué par une foule de Romains alors qu'ils tentaient de fuir. Les Vandales pillèrent la ville puis rejoignirent leurs navires et rentrèrent chez eux, emmenant avec eux un certain nombre d'otages de haut niveau, dont la veuve de Valentinien III et ses filles. Et réalisant qu'ils ne pouvaient plus se permettre de tolérer les Vandales en Afrique du Nord, les Romains rassemblèrent leurs forces et lancèrent une attaque en 460. Genséric, qui était toujours attentif au mouvement militaire romain, lança alors une attaque préventive et détruisit ou captura la majeure partie de la flotte romaine. En 468 après Jésus-Christ, les moitiés orientales et occidentales de l'Empire romain s'unirent contre les Vandales et envoyèrent contre eux l'ensemble de leur flotte. Genséric surprit les Romains et les vainquit, détruisant 600 de leurs navires et captura les autres. Rome fut obligée de demander la paix, d'accepter les conditions de Genséric, qui ne faisait que reprendre le traité de 442, permettant aux Vandales de faire ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient. Le roi Genséric mourut paisiblement de cause naturelle en 478 après Jésus-Christ. Tant qu'il régnait, les Vandales étaient en sécurité, mais après sa mort, le royaume vandale commença à décliner. Son fils, Hunéric, lui succéda. Il consacra plus de temps et d'énergie à persécuter les chrétiens trinitaires de son royaume qu'à autre chose. À sa mort, son neveu, Guntamund, lui succéda. Il mit fin aux persécutions des trinitaires par les chrétiens ariens et rappela les évêques et le clergé catholique qui s'étaient exilés. Guntamund mourut en 496 et fut remplacé par Thrasamund, qui gouverna efficacement jusqu'en 523, date à laquelle il mourut et fut remplacé par le fils d'Hunéric, Hildéric. Genséric avait mis en place un système de succession selon lequel l'homme le plus âgé d'une famille accédait au pouvoir à la mort du roi. Il espérait ainsi éviter les problèmes de succession, ce qui fut le cas, mais cela garantissait aussi que les rois monteraient sur le trône à un âge de plus en plus avancé. Hildéric avait une 60aine d'années lorsqu'il devint roi, et ceux qui lui succédèrent étaient dans la même tranche d'âge. Les morts se soulevèrent contre les royaumes vandales du nord, et défièrent les forces d'Hildéric vers la fin de son règne. Le neveu de Tramasund, Gélimer, se lassa de la gestion incompétente du royaume par Hildéric et le fit emprisonner, ainsi que sa famille, après cette défaite contre les morts. Cependant, ce n'était pas seulement le manque de compétences militaires d'Hildéric qui dérangeait Gélimer, mais aussi son adoption du christianisme trinitaire. Gélimer, comme Genséric et la majorité des Vandales, était un chrétien arien. Gélimer prit le trône et commença à rétablir les persécutions des chrétiens trinitaires de l'époque d'Hunéric. Sa politique anti-trinitaire provoqua la colère de l'empereur byzantin Justinien Ier,
qui lui envoya une lettre sévère lui demandant d'arrêter immédiatement les persécutions et protestant contre le traitement d'Hildéric. Gélimer répondit que rien n'était plus souhaitable qu'un monarque s'occupe de ses affaires et continua à gouverner comme il l'entendait. Justinien, qui était un trinitaire fervent et un ennemi de la croyance arienne, vit dans les réponses de Gélimer une excuse pour envahir l'Afrique du Nord et chasser définitivement les Vandales. Il devait monter une croisade en quelque sorte pour sauver les trinitaires d'Afrique du Nord des persécutions de Gélimer. Le général byzantin Bélisaire débarqua en Afrique du Nord avec une flotte de 500 navires, 20 000 marins, 10 000 fantassins, 5 000 cavaliers et 92 petits navires de guerre mus par 2000 rameurs. Gélimer, quant à lui, ne savait même pas que l'armée avait quitté Constantinople. Lorsqu'il apprit que l'armée byzantine se trouvait à 10 000 de Carthage, au défilé d'Ab d'Icémoum, il fit exécuter Hildéric et sa famille, ainsi que tous ses amis et partisans qu'il put trouver, afin que l'ancien roi ne puisse pas remonter sur le trône. Gélimer décida alors d'une attaque à 3 volées qui devait détruire l'armée de l'invasisseur. Le plan d'opération de Gélimer était très compliqué. Il décida, une fois que son ennemi serait entré dans le défilé d'Ad Decimum, de lancer une attaque combinée sur lui à partir de 3 directions différentes, pendant que son frère, Amatas, portait de Carthage et engageait l'avant-garde byzantine. Lui-même avec son armée devait tomber sur l'arrière du corps principal de l'ennemi, et en même temps son neveu, Guimamonde, devait se déplacer sur les collines de l'ouest et attaquer le flanc gauche de l'ennemi. Amatas frappa avant que les 2 autres ne soient en position et fut tué. Après sa chute, ses troupes s'enfuirent dans la panique et furent fauchées par l'armée byzantine. Guibamonde attaqua ensuite le flanc gauche et fut rapidement mis en déroute par la cavalerie 1 de Bélisaire. Gélimer arriva tardivement et manqua complètement l'arrière de l'ennemi qui, ne trouvant que le champ de bataille jonché de corps et son frère mort. Cependant, ses forces étaient toujours bien supérieures à celles de Bélisaire. Et s'il était lancé à la poursuite des Byzantins à ce moment-là, il aurait peut-être gagné la guerre. En réalité, il était tellement bouleversé par la mort de son frère qu'il refusa de faire avancer son armée avant d'avoir donné un enterrement correct et tous les rites funéraires. Ce retard permit à Bélisaire d'atteindre Carthage et de la prendre sans effort. Mais le roi Vandale se ressaisit et marcha sur Carthage avec une énorme armée et l'assiégea. Ils détruisirent l'aqueduc et coupèrent l'approvisionnement en eau de la ville, si bien que Bélisaire, qui venait de prendre la ville, bien qu'en infériorité numérique, estima qu'il n'avait pas d'autre choix que de marcher et de rencontrer les forces de Gélimer sur le terrain. Ils se rencontrèrent à Tricaméron, en décembre 533. Bélisaire prit soin de placer ses troupes de manière à dissimuler son infériorité numérique. Il ordonna que la bataille commence par une charge de cavalerie qui brisa les lignes vandales et les dispersa en 1 heure. Alors que le cavalier abattait les Vandales en fuite, Bélisaire fit avancer son infanterie et Gélimer regarda les forces byzantines marchant vers lui et, sans dire un mot ni donner un ordre, sauta sur son cheval et s'enfuit sur la route de Numidie. Alors que le roi fuyait le champ de bataille, l'armée vandale fut prise de panique, rompit les rangs et essaya de sauver quand il pouvait. Et le lendemain, Bélisaire envoya ses hommes à la poursuite de Gélimer, qui fut finalement capturé en mars 534 et ramené enchaîné à Constantinople comme part du triomphe de Bélisaire. Le royaume vandale d'Afrique du Nord était tombé, et avec lui les Vandales furent dispersés. De nombreux Romains avaient épousé des femmes vandales et les ramenèrent à Constantinople. De nombreux autres Vandales avaient été tués lors de la bataille d'Ad Decimum et de Tircaméron, et d'autres encore avaient été tués par les morts. Les conflits entre chrétiens trinitaires et ariens éclatèrent à nouveau après la bataille de Gélimer et le retour de Bélisaire à Constantinople. Et sans gouvernement ferme, les 2 groupes s'entretuèrent jusqu'à ce que les morts, voyant une opportunité, n'attaquent par le sud et ne détruisirent une grande partie de la population vandale. Les Vandales qui survécurent continuèrent à vivre sous la domination romaine en Afrique du Nord ou émigrèrent en Europe, mais ils ne formèrent plus jamais un groupe ethnique cohésif. Les Vandales disparurent peu à peu en se mêlant aux autres peuples germaniques, comme aux Francs, et on n'entendit plus jamais parler d'eux. Cependant, les Vandales et le roi Genséric ont à jamais marqué l'histoire de l'Europe, le sac de Rome ayant même donné naissance au mot vandalisme, encore utilisé de nos jours. La preuve de l'impact qu'ont eu les Vandales et le rôle souvent sous-estimé qu'ils ont joué dans l'histoire de l'Europe. Tout comme beaucoup de peuples dits barbares, comme les Gauls, les Visigoths ou les Burgondes, les Vandales sont dans l'imaginaire collectif un énième peuple sans histoire et sans culture, seulement connu pour leurs pillages brutaux.
Pourtant, chacun de ces peuples possédait une culture unique et développée, et le résumer au mot barbare, c'est vraiment ignorer toute une part de notre histoire, toute une part de nos origines.